Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous, chers abonnés d'Omerta, de notre chaîne YouTube. Je le dis chaque semaine, mais vous êtes toujours plus nombreux à venir. Alors, je vais évidemment pas vous dire de ne plus venir. Au contraire, continuez à parler de la chaîne Omerta, de la chaîne YouTube d'Omerta. Mais aussi, n'oubliez pas notre application que vous pouvez télécharger. Pour 5 euros par mois, vous avez accès à nos documentaires au cœur de nos métiers. Bientôt un documentaire sur Koursk disponible et un documentaire sur la Syrie qui vont venir. Deux très forts documentaires de 52 minutes exceptionnels bientôt à disposition sur l'application. Et pour les auditeurs de la chaîne d'Omerta, évidemment, vous avez tous nos entretiens, parfois des extraits aussi de nos documentaires. Mais évidemment, c'est mieux de faire les deux. Et sans oublier, évidemment, le magazine Omerta, que certains d'entre vous ont pu voir en d'autres kiosques dans tout Paris, également en province. Vous pouvez toujours le trouver, il est à disposition, donc achetez-le. Ça nous aide évidemment parce que nous n'avons aucune subvention. Nous ne recevons pas de subvention contrairement à d'autres médias. Peut-être qu'un jour ça changera, mais enfin pour le moment, c'est sur vous que nous comptons, sur vous que nous pouvons vivre. Voilà. Nouvel entretien aujourd'hui, nouveau grand entretien pour cette émission. Je reçois Yves Pozzo di Borgo. Bonjour. Bonjour Yves. Alors je vous présente pour nos auditeurs, vous êtes déjà venu sur Omerta, mais c'est bien de rappeler le contexte. Et on va beaucoup parler de politique aujourd'hui, on va beaucoup parler d'international, et vous êtes peut-être l'homme de la situation pour nous expliquer, pour essayer de décrypter ce qui est en train de se passer. Vous êtes donc sénateur honoraire, ancien vice-président de la Commission des affaires européennes au Sénat. Vous avez été observateur pour l'OSCE. Vous avez observé beaucoup d'élections, en particulier celle de Géorgie en 2013. Vous étiez un petit peu monsieur international du groupe centriste du Sénat. Donc une grosse activité à l'international, beaucoup de déplacements, beaucoup de contacts. Vous connaissez beaucoup de pays, vous connaissez bien l'Est, vous connaissez bien les États-Unis. Ma première question, évidemment, puisque on est au lendemain, au surlendemain de l'investiture de Donald Trump aux États-Unis. On l'a vu signer ses décrets. On a vu tout ce show, tout ce faste. Tout simplement, est-ce qu'on est en train de changer d'air? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Voilà, on a tourné une page avec le retour de Trump. Alors c'est vrai qu'avec le phénomène de communication, on a l'impression, et ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, qu'on rentre dans une nouvelle séquence internationale. Avec l'Amérique, on a un Trump, d'ailleurs, beaucoup de communication, tous les décrets qu'il a signés. Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'il arrive, qu'il décide tout. Bon, il faut comprendre que derrière ces décrets signés, il va y avoir après des réticences des États, des réticences de la loi. Par exemple, le droit au sol, il y aura le 14, je crois que c'est le 14e amendement qui en parle, enfin, ou le 4e. Donc il va y avoir des réticences, c'est pas une chose aussi facile. C'est-à-dire que là, il a bien montré qu'il était le président et qu'il prenait des décisions, ce qui nous change d'ailleurs par rapport à la France. Parce que Oui, c'est la assez France, c'est surprenant. curieux d'ailleurs, moi j'ai fait beaucoup de politique, mais ce qui est surprenant en France, c'est qu'on dit « Ah, on pense à ça, on va faire ça », mais on a l'impression qu'on ne fait jamais rien, c'est un peu Oui. le problème. Et là, on a au moins quelqu'un, si vous voulez, qui signe des Dès le premier décrets. jour. Dès le premier jour, voilà. Ouais. On a montré qu'il y avait un changement d'air, des choses qui sont importantes. Alors, moi, je tendance à penser, si vous voulez, qu'on rentre dans une nouvelle séquence internationale, on va voir, hein, c'est pas aussi simple que ça, dans laquelle tous les schémas qu'on a connus vont être bouleversés par, en fait, deux personnes. Moi, je tendance à penser que la nouvelle séquence internationale, c'est deux choses. Ça va être, d'un côté, les États-Unis, qui vont se conforter, qui ne feront pas de cadeaux, qui vont vraiment, alors là, notamment au niveau guerre commerciale, ne feront aucun cadeau. Trump est quelqu'un qui, lui, hait les guerres. Notamment pendant la période où il était président, il n'y a pas eu de guerre, il n'a pas ouvert de nouvelles guerres. Il hait les guerres, donc il fera tout pour arrêter les guerres. Mais par contre, il ne fera rien pour arrêter les guerres commerciales. Hein, moi, je me souviens très bien, quand à l'époque c'était président, c'était en juin 2017, j'étais dans le bureau du président de la Commission européenne, Juncker. On était avec un de mes collègues socialistes, on présentait un rapport qu'on venait de faire sur les relations entre l'Union européenne et la Russie. Et là, on a une dépêche Bloomberg qui arrive dans laquelle Trump mettait des sanctions sur Nord Stream 2.
C'est-à-dire que nous, Nord Stream 2, c'était quoi? C'était en fait un tuyau que Merkel et que les Français avaient voulu faire avec les Russes pour avoir du gaz en quantité pas cher. Mais sauf que ça ne plaisait pas du tout à l'Amérique et surtout à Trump en disant « Moi, je ne pourrais plus vous vendre mon gaz de schiste que je vends 4 fois plus cher et qui est vraiment presque un gaz merdeux. » Excusez-moi d'employer ce mot. Et c'est ça. Et d'ailleurs, la guerre d'Ukraine, c'est pas ça. Et c'est pour ça que le pouvoir et le problème est réglé. Et voilà, là, le problème, il va continuer. Il ne fera pas le cadeau. C'est-à-dire que là-dessus, je peux vous dire qu'en ce qui concerne la guerre commerciale, Trump va défendre les intérêts commerciaux. C'est comme également, il est la guerre, et ça je sais, des proches que je connais le disent, et c'est ça qui est intéressant chez lui, c'est qu'il est les guerres. Et il fera tout pour arrêter la guerre en Ukraine. Mais en même temps, si vous voulez, c'est un peu la contradiction qu'il y a chez lui, c'est que les Américains, depuis 1945, sont obligés d'avoir des guerres pour faire fonctionner leur complexe militaro-industriel. C'est une partie de leur économie, c'est énorme. Et la question que je me pose, c'est comment va faire Trump qui va vouloir continuer à vendre des armes et en disant je ne veux pas faire des guerres. Parce que quand on vend des armes, un jour ou l'autre, les armes sont utilisées. Et ça, je crois que c'est un peu une contradiction qu'il n'a pas du tout exprimée. Lui, il arrêtera la guerre, ça on sait, il veut la faire. Et ça, on sait qu'il a l'autorité, l'énergie et puis les moyens pour le faire. Mais en même temps, il va rester cette contradiction. Voilà, ça, c'est chez lui. Alors, je veux dire, alors, l'Europe, la France et l'Europe face à ça, c'est vrai que l'Europe est quand même, enfin, vous n'avez pas abordé le sujet, mais moi je considère que c'est un gros problème. Moi j'ai toujours été un pays pour l'Europe, hein. J'étais avec Jean Le Canuet, on était les héritiers de Robert Schuman, on a tous voulu faire l'Europe. On se rend compte que depuis quelques années, notamment d'ailleurs, on peut dire depuis l'arrivée de Madame Van Leyen à la présidence de la Commission européenne, et d'ailleurs n'était pas programmée pour prendre cette présidence. C'est Macron qui a bloqué l'Allemand qui devait la prendre pour la mettre. En fait, on va de déconvenus en déconvenus avec elle. D'abord, premièrement, l'Europe s'est énormément affaiblie. Elle s'est collée dans les stratégies américaines, sur la stratégie vaccinale, que ce soit la stratégie en Ukraine, où elle a accentué même la stratégie américaine, parce que les Américains ont provoqué cette guerre. On avait même évoqué son nom pour reprendre l'OTAN. Oui, mais je crois que voilà ce qui était faux. Et on sent très bien, si vous voulez, qu'on a un véritable problème avec cette Commission européenne, parce que premièrement, cette Commission européenne a eu beaucoup d'échecs, la stratégie vaccinale qui nous a coûté des yeux, la stratégie également de défense, et surtout le problème, c'est qu'elle ne respecte pas les traités. Il y a, depuis qu'elle est là, un coup d'État institutionnel permanent, un peu comme le disait Mitterrand de Gaulle, en disant le coup d'État permanent. Elle, c'est le coup d'État permanent contre les traités. C'est-à-dire que petit à petit, elle grignote des compétences qu'elle n'a pas. C'était la santé, c'était la défense. Elle les gère elle-même. Elle a face à elle un Parlement européen dont elle a la majorité, donc qui cautionne toutes les bêtises qu'elle peut faire, enfin toutes les décisions qu'elle prend. Je ne sais pas si c'est des bêtises, mais les décisions qu'elle prend. Et en plus de ça, théoriquement, l'Europe est dirigée par ce qu'on appelle le Conseil européen des chefs d'État. À l'époque, c'était 28, maintenant c'est 27. Et ces 27 chefs d'État, si vous voulez, je ne veux pas dire qu'ils sont inexistants, mais il y a un chiffre qui révèle tout. Il y a 39 fonctionnaires qui s'occupent, 39 fonctionnaires, ou même 30 fonctionnaires qui s'occupent du Conseil européen. Et il y a 39 000 fonctionnaires qui s'occupent de la Commission européenne. Rien que ces deux chiffres montrent que le Conseil européen des chefs d'État n'existe pas par rapport aux décisions de la Commission européenne. Et ça, on le voit très bien depuis qu'avant les Yens, il n'y a jamais eu le Conseil européen des chefs d'État à contrer une décision du Van Leyen. À moins que ça m'échappe, mais je n'en ai pas vu. Et c'est là où on sent que vraiment, il y a un dérapage complet, où on a vraiment une Commission européenne qui est faite de fonctionnaires compétents, vous voulez, qui ont l'intelligence, qui ont la compétence, qui en fait ont le pouvoir. Et c'est vrai, et décident seuls. Et il n'y a plus de contre-pouvoir. Alors, il y a des contre-pouvoirs parlementaires. Par exemple, moi je prends l'exemple des deux commissions des affaires européennes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Moi j'étais un des vice-présidents. On a des contre-pouvoirs. On peut intervenir, on peut faire beaucoup de choses. Mais là, on a l'impression que les commissions, moi je vois les Français, je ne sais pas les autres, sont complètement absentes du débat. Et je crois qu'on a un véritable problème. C'est que je n'ai pas l'impression que les commissions des affaires européennes du Sénat et de l'Assemblée nationale ont bien compris qu'elles pouvaient poser des questions, réagir. Et là, en plus de ça, un autre phénomène qui est complètement nouveau, c'est que l'Union européenne n'a jamais eu de problème de dette. Elle avait toujours un budget en excédent. Chaque année, nous d'ailleurs, on leur donnait 21, 22, 23 milliards, d'ailleurs sans débat vraiment, sans véritable débat au sein du Parlement. C'était automatique. Il y a même d'ailleurs, je crois que c'était il y a 2 ans, le président de la Commission des Affaires étrangères, c'était Bourlange, il arrive devant tous ces parlementaires, il dit voilà, nous avons le budget des affaires européennes, c'est 21 milliards, je crois que c'était 21 ou 19 milliards. Bon, écoutez, on est tous européens, donc on le vote. Mais incroyable, c'est-à-dire que cette commission... il l'a dit. Il a dit carrément, et donc ça a été voté, tout le monde a voté. Ah oui, très bien, on est européens, on le vote.
On ne vérifie pas ce que font ces 19 milliards ou ces 21 milliards. Mais c'est ça l'état d'esprit. Et ça, c'est un des gros problèmes. Et ce qui fait qu'en ne vérifiant pas, eh qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, pour la première fois, l'Europe est en déficit. Elle a 1000 milliards de dettes. Mais Pourquoi? ces 1000 milliards de dettes, mais parce que vous avez un problème avec Mme von der Leyen, c'est qu'elle a un carnet de chèques et elle tire les chèques sans que personne vérifie. Chaque fois qu'elle se déplace, elle fait des chèques. Elle va C'est au vrai. Liban, 100 millions. Elle va Elle là. distribue les points aussi en fonction Il y avait de... fait des vaccins, elle a dépensé, je crois, 70 milliards pour acheter des Elle vaccins, a dont fait la une moitié tournée d'ailleurs dans sont les aux Balkans Antilles. il n'y a pas longtemps. Pareil. Voilà. Elle dépense, elle dépense. Elle a ce carré de chèques, c'est un petit peu comme la dame là. Et puis, ah oui, vous voulez de l'argent, très bien, échec, échec, échec. Mais c'est fou. Et vous n'avez pas de contre-pouvoir qui contrôle tout cela. Et c'est un des problèmes, ce qui fait que maintenant, on a un budget qui sera déficit, qui aura 1000 milliards de dettes. Mais il faut savoir ces 1000 milliards de dettes, c'est qu'il y a 17% qui sont les dettes de la France. C'est-à-dire que sur les 1000 milliards, il y a 170 milliards qui s'ajoutent au déficit de la France. Et un des problèmes qu'on a dans la construction du budget à l'heure actuelle, qui c'est en train de se faire, que le Premier ministre François Bayrou est en train de monter, c'est qu'on fait un budget français, mais on oublie d'ajouter dans ce budget français la dette de l'Europe. Alors pour le moment, les marchés ou les agences, vous savez, de notation, ne l'ont pas encore regardé, mais dans 2-3 mois, ils vont me pointer. Ils vont dire, comment vous dites que vous avez tant de déficit? Mais vous avez oublié l'Europe, les 17% de la dette de l'Europe, qui ne va faire commenter. Parce que Mme Valienne continue comme ça. C'est-à-dire là, on est à 1000 milliards, mais on va très vite passer à 2000 et 3000 milliards. C'est la logique de son fonctionnement. Et ça, c'est un véritable problème qu'on a. Je rajouterai aussi, vous avez eu, avant les élections européennes, toute l'offensive des Américains, et donc qui ont pris des gens qui sont un peu dans la main des Américains, qui sont Mario Draghi, l'ancien président de la BCE, et puis Enrico Letta, qui est un Italien, qui est aussi dans la logique transcontinentale. Vous savez, c'est ce concept, tu voulais, qu'on nous a imposé en disant le lien transatlantique, c'est fantastique. Le lien transatlantique, ça a été en fait un moyen, si vous voulez, pour les Américains de nous contrôler. Lorsqu'on cassera le lien transatlantique, l'Europe sera vraiment indépendante. Le problème, c'est qu'on est toujours dans ce qu'on appelle le lien transatlantique. Et là, l'Europe a fait faire 2 rapports, un par un banquier qui s'appelle Draghi, l'autre par Enrico Letta, en disant, eh bien, il faut faire une sorte l'État, c'était ça, il faut faire une sorte de communauté économique Amérique-Union européenne. Alors que l'Europe, c'est quand même l'Europe et la Russie, c'est autre chose. Bien sûr. Et deuxième chose, pareil, Draghi, il dit, Draghi qui est un banquier, évidemment, il veut faire fonctionner tous ses copains banquiers, il dit, écoutez, faisons un emprunt européen de je ne sais plus combien de centaines de milliards, et puis avec ça, on relancera les choses. Sauf que cet emprunt qu'on rajoute, ça va être des dettes supplémentaires pour la France. Et quand vous prenez bien le budget de la France, il va y avoir les dettes déjà qu'on a, 3200 milliards, c'est énorme. En plus, ça, il va y avoir les dettes de l'Europe qu'il faut rajouter. Et puis après, il va y avoir les dettes de cet emprunt. Mais on est complètement déconnecté des choses. C'est-à-dire que si on fait ça, et là, pourtant, moi, j'ai plutôt du respect pour le François Bayrou, qui est dans une situation qui n'est pas facile. Et il a dit, mais le plan Draghi est une bonne chose. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait bien compris que si on fait une dette européenne, ça va s'ajouter aux dettes qu'on a déjà, c'est-à-dire la dette française, plus la dette européenne, plus la dette de Draghi. Et c'est pour ça que je suis très interrogatif sur la façon dont le budget est traité. Alors, on a un problème au Parlement. J'en parlais encore hier avec un de mes amis qui était un budgétaire, enfin qui était parlementaire comme moi et qui était lui, qui était ce qu'on appelle un budgétaire, c'est la commission finance. Il me dit le problème, c'est que le parlementaire ne s'intéresse pas au budget. Ils s'intéressent au budget quand ils ont une ligne personnelle, c'est pour leur circonscription ou quand ils ont un dossier. Alors là, ils disent oui, très bien, il faut cette budgétaire, il faut cet argent. Mais en fait, il n'y a pas de réflexion collective du Parlement sur le budget. Il n'y a que quelques personnes qui s'en occupent avec les fonctionnaires de Bercy. Et c'est pour ça que beaucoup de turpitudes passent. Et c'est pour ça, d'après moi aussi, que beaucoup de choses ont été créées. Je vous raconte un exemple. En 2001, il y a eu un accord gauche-droite pour créer ce qu'on appelle la nouvelle loi organique des finances. C'est un truc technique et ça permettait, si vous voulez, de mieux contrôler toutes les dépenses et d'avoir beaucoup plus de transparence. Qu'ont fait les gens de Bercy? Ils ont créé des agences. Comme ça, ces agences, vous ne dépendez pas de la LOF, vous pouvez dépenser tout ce que vous voulez. Et donc, ce qui a fait qu'on a maintenant plus de 500 agences qui dépensent des milliards et des milliards sans contrôle. Alors, la première des choses, d'ailleurs, ça aurait été de dire on supprime ces agences. Leur utilité. Pourquoi on ne l'a pas fait? Mais parce qu'il y a manque de courage politique. Trump, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Trump, il a dit, bon, moi je vais dire à Elon Musk, nos agences qui servent à rien, un peu la même logique d'ailleurs. Il y a eu aux États-Unis la même logique. Il l'a mis à la tête de... Il a mis à la tête de ça. Et qu'est-ce qu'il dit Elon Musk? Il dit, moi je vais économiser 2000 milliards. Nous, on ne peut pas économiser 2000 milliards, mais on pourrait économiser quelques dizaines de milliards si on avait le courage de le faire. Et on n'a pas le courage de le faire. Je crois que c'est toute la différence qu'on disait au départ.
Trump arrive, il prend une décision. Nous, quand quelqu'un arrive, il dit on va faire ça, on va réfléchir à ça. Voilà. C'est la différence. Et je crois que c'est ça. Sur cette affaire de suppression des agences qu'il faudrait supprimer en France, Bien sûr. qui ne servent à rien, il faut écouter, tout ça est ridicule, eh bien, on a ce même comportement des Français, je crois même aussi des Européens. On va faire ça, on va faire ci, voilà. On va réfléchir. Voilà. Oui. Alors, pour revenir à Trump, un peu avant finalement son intronisation, on a commencé à avoir quelques aperçus de sa méthode, notamment sur une des crises les plus complexes actuelles, qui est la situation à Gaza et la question des otages. Trump a envoyé un émissaire au Moyen-Orient qui est un industriel de Oui, l'immobilier. l'immobilier, qui était un de ses collègues immobiliers à New York. Voilà, quelqu'un avec une forte personnalité. Qu'il a d'ailleurs mis en avant le jour de son investiture, il a flatté, voilà. Tout à fait. Qui a, in fine, obtenu, en tout cas pour le moment, la libération de 3 otages avec un plan sur 42 jours de libération et évidemment contre des militants palestiniens emprisonnés. On est dans une, dont certains très dangereux, on est dans une méthode qui commence, même avant l'élection, à montrer ce qu'elle peut faire. C'est-à-dire, avec Steve Witkoff, donc cet envoyé de Trump, on est plus proche de l'art du deal, le fameux livre de Trump, que dans de l'Orient compliqué et des vétérans de la diplomatie type Anthony Blinken. Je n'enlève pas le travail qu'a fait Blinken pour tenter de trouver et de parvenir à cet accord. Mais en tout cas, on a quand même un aperçu de Trump qui est décisif parce qu'il fait peur un petit peu. Vous pensez que pour l'Ukraine, il peut renouveler? Alors, sur l'affaire de Trump, est-ce que ça va durer? L'arrivée de Trump a provoqué un choc, on l'a bien vu, ça a bouleversé les choses. Vous dites, moi d'après ce que j'ai comme information, que c'est plutôt Blinken qu'au départ a négocié l'accord Gaza, et puis mais la touche finale. Mais la touche finale a été en fait donnée par la puissance qu'apporte l'arrivée de Trump. Alors on va voir ce qui va se passer aussi en Ukraine. Alors l'Ukraine est beaucoup plus complexe parce que du coup, ça paraissait plus simple, mais en fait, en réalité, c'est pas aussi évident que ça parce que Trump va arrêter la guerre. Ça, on le sait. Oui. Ça, moi, je vois. On connaît nous-mêmes la personne qui le connaît vraiment intimement. On sait qu'il y ait la guerre. Ça, on le sait. Donc, il va tout faire pour arrêter la guerre. Mais la guerre en Ukraine, si vous voulez, du côté des Russes. Vous savez très bien que la guerre en Ukraine, alors nous, on a tendance à dire c'est la responsabilité de Poutine. Exact, personne ne conteste. Mais il ne faut pas oublier quand même que les accords de Minsk ont été validés par les 28 pays européens en février 2015. Et il ne faut pas oublier, là c'est à accorder, à apporter à Macron, qui a fait son travail de parrain des accords de Minsk. En 2019, il avait réuni Poutine et Zelensky. Et c'est Zelensky qui avait été à l'époque élu par les pro-russes d'Ukraine pour faire la paix avec les accords de Minsk, qui a refusé et qui a dit « moi je veux faire la guerre et récupérer la Crimée ». Donc Zelensky est aussi responsable de cette guerre. Et Macron pourtant a bien fait son travail de président parrain des accords de Minsk. Et c'est Zelensky qui a dit on fait la guerre et qui a refusé les accords de Minsk. Donc si vous voulez, cette vision des choses, et puis derrière les Américains qui avaient envie, si vous voulez, en fait c'est toujours la vieille stratégie des Berezovsky, des Kissinger, vous savez, de faire éclater la Russie, de faire plusieurs républiques, comme ça on pourra utiliser toutes les richesses qu'il y a en Russie. Ça c'est la vieille stratégie américaine. Bon, c'est comme ça, je ne sais plus d'ailleurs, c'est toujours court, mais enfin, elle baigne une partie des décideurs américains. Sur l'affaire d'Ukraine, il ne faut pas oublier que dans cette affaire, les Russes sont gagnants maintenant, je crois. Enfin, vous êtes sur le terrain et on a tendance à penser qu'ils sont plutôt gagnants. Enfin, d'après ce qu'on a comme information. Oui, le mouvement est quand même. Le mouvement est point qu'on peut se demander pourquoi ils devraient s'arrêter alors qu'ils sont en train de grignoter, et plus que grignoter pour certains secteurs. Alors il faut bien savoir aussi, il faut bien rappeler l'histoire aussi, il faut bien savoir aussi qu'en 2014, quand il y a eu l'affaire de Maïdan, si vous voulez, Poutine a eu peur en Crimée que l'OTAN s'installe à Sébastopol. C'est pour ça qu'il a récupéré la Crimée, d'ailleurs, sans coup fait rire, parce que tous les gens étaient pro-russes, il n'y avait pas de problème. Mais à l'époque, rappelez-vous, il y avait tous les régions russes d'Ukraine qui ont commencé à se révolter, a dit on va aller en Russie. Poutine a dit non, pas question. Moi, je ne veux pas prendre l'Ukraine, je n'ai pas besoin, j'ai déjà 11 fuseaux horaires, je ne vais pas encore m'occuper de l'Ukraine. Vous restez en Ukraine et on va faire les accords de Minsk pour ça. Les accords de Minsk, c'était quoi?
c'est tout simplement, si vous voulez, que les 4 régions là, pro-russes. Donc vous étiez partie prenante, vous avez participé. Oui, enfin j'ai participé, j'étais Si, plutôt. c'est important de Oui, enfin c'est le vrai que préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui voilà. parlent de Minsk. Vous avez Voilà, été enfin, au cœur. j'étais pas directement dans la négociation, mais c'est Mais vrai vous que avez été. le président Hollande m'avait amené à Moscou, Voilà. un peu dans l'avion Mais présidentiel, c'est mais je n'étais important. pas à négociation, il faut bien Oui, préciser, mais j'étais vous pas. avez Mais été. j'ai Voilà. suivi, c'est vrai que j'ai Voilà. suivi au Sénat, j'ai suivi tout ça. Mm. Et là, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'appelle? Et les 4 régions, si vous voulez, devaient rentrer dans les accords de Minsk. Et ça ne s'est pas fait. Et le problème maintenant qu'ont les Russes, et que va avoir aussi Trump, c'est qu'ils disent, nous, on veut bien faire la paix. Je ne pense pas que tous ces fantasmes que racontent les Européens, que racontent l'OTAN en disant les pays baltes, Oui. les Russes veulent venir, ils s'en moquent. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Poutine là-dessus en tant que parlementaire. Il dit, mais attendez, moi j'ai 11 fuseaux horaires à gérer, et vous voulez que j'aille encore en Europe? Mais qu'est-ce que c'est ça? Et c'est pour ça, ça fait partie des fantasmes, si vous voulez, actuellement, que l'OTAN, que les narratifs de l'OTAN ou américains, en disant que les Russes veulent venir en Europe. C'est pas vrai, ils n'ont pas envie. Tout ça est complètement idiot. C'est comme encore récemment, hier, j'écoutais sur LCI, qui n'est plus que caricatural. Ah oui, les Russes veulent faire une nouvelle guerre, ils ne peuvent pas faire une nouvelle guerre. Mais tout ça est ridicule. Tout ça est ridicule. Enfin bon. Mais le problème que va avoir Trump, et que sur les Russes, je crois, ne céderont pas, c'est qu'ils ne veulent pas une paix sans protection pour l'avenir. Ils ne veulent pas avoir envie de dire on fait la paix avec l'Ukraine et puis que dans 3-4 ans, ça recommence. Donc ils veulent un accord de paix qui soit un accord de paix, d'après moi, qui soit solide. Et Trump l'a compris d'ailleurs, parce que Trump le dit ça aussi. Il a, dans 2 ou 3 interventions, j'ai bien vu, il a dit oui, il faut qu'il y ait un accord de paix, il faut solidifier cette paix qu'on va créer. Et c'est je crois la raison d'ailleurs qu'il dit il ne faut pas que ça rentre en l'OTAN. En même temps, l'Ukraine peut rentrer à l'Union européenne. Ça a toujours été la thèse des Russes, d'ailleurs, de Poutine. Une demande d'adhésion, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, il a dit pour rentrer, ce n'est pas notre problème. Le problème, si vous voulez, c'est l'OTAN, ils ne veulent pas. Et parce que c'est vraiment un véritable problème. Et deuxième chose, il faut savoir aussi que les Russes ont lancé, c'est Lavrov qui a lancé ça. Je n'ai pas l'impression que notre diplomatie française, européenne ait bien compris l'importance de cette réunion, parce qu'il faut bien comprendre que la Russie, c'est pas que la Russie maintenant. La Russie, et c'est pour ça que je dis qu'on rentre dans une séquence Trump-Poutine, c'est que la Russie, c'est les BRICS maintenant. Alors les BRICS, c'est pas une assemblée militaire. Mais c'est un consensus. C'est des accords entre eux. Et l'homme qui gère les BRICS, et l'homme qui est le point fort des BRICS, c'est Poutine avec le président chinois. Et que c'est vrai que dans tout le changement, enfin, dans la cartographie, l'architecture nouvelle du monde, les séquences Poutine-Trump vont être très importantes. Et Poutine va être très important non seulement parce qu'il est le président russe, mais surtout parce qu'il est le point fort de la création des BRICS. Il ne faut pas oublier que les BRICS maintenant, le PIB des BRICS est beaucoup plus important que le PIB américain et européen, et qu'un tas de pays, et que le tas de pays veulent y rentrer. Voilà, regardez l'Indonésie qui vient de rentrer dans les BRICS. L'Indonésie, c'est un pays de 250 millions d'habitants, mais qui est d'une puissance économique extraordinaire. C'est un monde que les Européens ne connaissent pas. Ils vivent sur eux-mêmes, ils ne sont pas compris qu'il y avait un autre monde, et que ce monde-là était beaucoup plus puissant qu'eux. Et alors, ceux qu'ont lancé les Russes, c'est pour ça que je trouve que la diplomatie française, je ne suis pas sûr qu'elle soit du niveau, parce qu'elle était bonne. Moi, j'ai connu la diplomatie française avec de grands ambassadeurs. Là, je suis un peu surpris du niveau des ministres. Enfin, c'est comme ça. Mais on lancé pour le mois de juin de 2025, ils veulent faire une énorme conférence de sécurité mondiale. Parce que n'oubliez pas que depuis quelques années, il n'y a plus de contrôle des armes nucléaires, il y a des accords, ils ne sont plus. Il y a vraiment, enfin, il y a une évolution, il y a un monde qui s'est militarisé et qui a énormément investi dans l'armement. Et donc la thèse de Lavrov, qui est peut-être un des plus grands diplomates du 20e, peut-être du 21e surtout, c'est de dire, faisons un énorme conférence sécurité mondiale pour équilibrer tout ça. Alors, j'ai pas suivi, parce que j'ai pas toutes les informations, si Trump est d'accord sur cette chose, si en plus de ça, ça avait été soumis officiellement aux Américains, mais c'est un important. Il faut bien comprendre que cette affaire, l'Ukraine ne s'arrêtera que si on stabilise. Alors, j'ai pas compris pourquoi hier, le président Macron a dit la guerre peut durer longtemps. C'est pas vrai. Si le problème des Européens, pour le moment, on a l'impression qu'ils sont plutôt des fauteurs de guerre. Mais oui, justement. C'est un peu l'inquiétude que j'ai. Alors, j'ai pas tous les éléments, donc il est difficile de porter des jugements sur ce que dit le président Macron, mais c'est un peu l'inquiétude que j'ai. Mais c'est quand même de façon assez récurrente. On a entendu d'un bouche d'Emmanuel Macron, alors évidemment rappeler que nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, etc., etc. Mais des petites phrases, je vais envoyer des gars à Odessa. Je n'ai aucune ligne rouge, il n'y a plus de ligne rouge, voilà, et mettant sur la table l'hypothèse
d'envoyer des troupes, donc de passer à un cap supérieur par rapport à ce que c'est actuellement. Il y a quand même, sur cette notion de paix et de négociation, il y a quand même un certain nombre de problèmes. Je prends 2 épisodes. L'épisode du début de la guerre où, en Turquie, à Ankara, les Russes Ah oui, et les Ukrainiens avaient passé d'accord. avaient passé un accord. Boris Johnson intervient, déchire l'accord en gros et explique à Zelensky. Mais avec qu'il faut l'accord des continuer. Européens, dont Macron. Tout à fait. Donc C'est ça qui est surprenant. voilà, donc on peut avoir une paix, on n'y va pas. Là, on est à 500 000 ou 600 000 ou 700 000 soldats tombés. Moi, mes amis, j'ai beaucoup de contacts encore en Ukraine avec des parlementaires ukrainiens et eux, ils me parlent d'1 million de morts ukrainiens Ouais, et de 700 000 blessés. Alors, j'ai dit ça à un général qui m'a dit, en général, il y a toujours plus de blessés que de morts. ouais. Je sais pas. Mais la réalité du chiffre, plusieurs Mm. sources ukrainiennes différentes m'ont dit ça. Alors, Je vous donne le chiffre, tel que je l'ai. c'est intéressant. Donc, on est vraiment dans une rhétorique guerrière. C'est les et pauvres dans une- Ukrainiens. Alors, je rajoute aussi, ils me disent, mes amis que j'ai en Ukraine, ils me disent, écoutez, c'est pas possible. Il y a des veuves, des orphelins, les gens en ont marre, ils en ont marre de la guerre. Mm, Ils ont peur de Zelensky, qui n'est plus président, mais qui a une Mm. force, une police mm, qui prend les enfants, enfin les adolescents, les envoie en guerre. mm. Et ils ont vraiment, et puis ça manque des dirigeants russes. De toute façon, c'est des dirigeants russes et qu'elles partent à la Russie. Puisque Mm. il n'y a plus cette volonté. La Crimée, qui partent à la Russie. Il y a plus que Mm. le souhait que les Européens, les Européens Oui, parlent ils au nom rencontrent, des Ukrainiens, oui. alors que la population ukrainienne n'est plus tout ça. Mais justement, donc cette rhétorique guerrière qui effectivement semble être le propre, y compris jusqu'à la présidence française, le New York Times nous apprend il y a 2 jours qu'en novembre 2022, et là aussi c'est une chose qu'on n'a pas tellement regardée à l'époque, le général Milley, qui était le commandant en chef, le chef d'état-major de l'armée américaine, expliquait, on sentait que parler de négociations, avait expliqué que ça serait très difficile de reprendre la Crimée, le Donbass, alors qu'on avait un secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui lui par contre était à chaque fois pour doubler la mise. On n'a pas vu que c'est quand même bizarre quand un militaire qui est censé exécuter ce que lui demandent les civils parle de négociation, alors que le civil qui est censé trouver des solutions diplomatiques pour in fine conduire à la paix, nous parle de continuer la guerre. Bref, parenthèse, mais ce que dit le New York Times, c'est que c'est Anthony Blinken qui s'est affronté avec le Pentagone en disant il n'est pas question, en novembre 2022, que nous continuions, que nous ouvrions, que nous évoquions même cette hypothèse de négociation. Donc là, on est avec ces 2 exemples, Boris Johnson 1 an plus tôt, Anthony Blinken, avec des gens qui ne veulent que continuer la guerre. Et ce que dit Emmanuel Macron semble aller toujours dans la même direction. Et c'est tout. Moi, je vous ai dit plusieurs fois que j'avais été Young Leader américain en 84. Oui. J'avais été, puis à l'époque, c'était le gouvernement américain. Ils pensaient que j'allais être président de la République. Bon, ils s'en trompent, évidemment. Mais non, mais il n'est Puis pas trop j'étais- tard. non, pas trop tard. Je plaisante, mais surtout, et je me souviens à l'époque, c'était très intéressant. C'est un voyage d'1 mois. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai vu. Enfin, en plus, j'aime ce pays, l'Amérique. Moi aussi. Et alors, je me souviens très bien. Il me dit quel est le sujet que vous voulez écouter. Et moi, j'avais encore quelques notions du deep state, ce qu'on appelle l'état profond. Je n'avais pas le mot encore en tête. Et j'ai dit, moi, j'aimerais bien savoir. Je me souviens, c'était à côté de la Concorde, là où il y a le consulat. J'avais une réunion avec quelqu'un de la CIA, du FBI, qui préparait mon voyage. C'était très intéressant. C'était vraiment. Et ils me disent, voilà, qu'est-ce que vous voulez étudier? Alors, je dis, moi, j'aimerais bien étudier en fait les véritables pouvoirs aux États-Unis. Je n'ai pas employé le mot deep state que je ne connaissais pas à l'époque. C'est-à-dire l'état profond. Et je me suis senti un peu gêné. Ah oui, j'ai senti un peu gêné. Alors après, dans mon voyage, ils m'ont organisé des contacts avec National Rifle, avec la Fondation Héritage, ces grandes fondations qui ont une influence politique. Évidemment. Mais je n'ai pas eu des contacts avec ceux qui ont les véritables pouvoirs, c'est-à-dire Oui. le Deep State, c'est-à-dire les sociétés qui sont à Washington, vous savez, Mais notamment. c'est passionnant, justement. Ouais. Restons sur le Deep State. Et c'est ça, en fait, voilà. Et là, on voit très bien, d'ailleurs, sur le Oui. Deep State, que Trump s'y affronte. Bien sûr, Trump s'y a affronte. décidé de s'y affronter, ce qu'il n'avait peut-être pas forcément décidé pendant son premier mandat. Il en a un peu. Alors, été il un peu affronte victime. en même temps, si vous voulez. Il affronte, mais il faut bien comprendre que le Deep State aussi, c'est la force de l'Amérique. Oui. Je vois par exemple, il veut peut-être s'affronter des excès du Deep State, mais en même temps, le Deep State, c'est des pouvoirs occultes Bien qui sûr. existent. Tous les anciens patrons de la CIA, de la FBI se retrouvent dans une société, je crois, qui est à Washington, je crois qu'il s'appelle la SIEC. Enfin, on m'a dit que c'était ça. Enfin, Oui. il y a 3 énormes mais- bâtiments. Voilà. Mais voilà.
On me dit, visuellement, c'est ça. Mais bon, je ne sais pas si c'est la réalité d'ailleurs. Hein. Je vous Mm. dis un petit peu ce que j'ai comme information. Mais c'est vrai que c'est un problème. Et en même temps, si vous voulez, Trump a montré qu'il voulait s'y attaquer. Mais en même temps, moi, je me mets à sa place. C'est aussi des éléments de la force des Tout à États-Unis. fait. Il peut pas se couper les jambes non plus. Alors, il y a une chose quand même qui est assez fascinante avec ce fameux Deep State, c'est que on se rend compte qu'en réalité, si on prend la génération, enfin, il y a plusieurs générations au Sénat et à la Chambre aux États-Unis, il y a des vieux de la vieille, des Au Sénat, Nancy surtout, on avait Pelosi, des Pelosi, Lindsey Graham et compagnie, euh, qui eux ont des notions plus que poussées de politique internationale, mais qu'il y a aussi beaucoup de sénateurs et de représentants au Congrès qui ne touchent absolument pas ou ne s'intéressent absolument pas à finalement la politique internationale des États-Unis, qui reste quelque chose de très opaque et de très mystérieux. En revanche, il existe un certain nombre, et vous en avez évoqué quelques-uns, d'officines qui sont parfois très anciennes et dont les buts et les visées à l'international existent depuis bien avant que la plupart des sénateurs et des congressmen et women soient élus et qui reçoivent de l'argent public. Moi, je pense par exemple à National Endowment for Oui, il y en a Democracy, énormément, Atlantic Council, Hudson Hudson Institute, enfin, fait de voilà, Marshall, la enfin, Rand Corporation, qui est d'ailleurs, qui irrigue tout. Alors à là, fait. c'est d'ailleurs ce que dit Kennedy, je dis ça, et ça, au Ouais, moins, c'est l'arrivée de Trump qui va nous montrer ça. On a l'impression, si vous voulez, que l'eau se retire et il montre la réalité de l'Europe. bien C'est sûr. Kennedy qui dit qu'en fait, la plupart de nos journalistes, la plupart de nos Oui, fonctionnaires, et c'est même un ami ministre qui m'a dit, et beaucoup de politiques sont en fait dans les réseaux Soros, tout à fait. les réseaux Bill Gates, dans les réseaux Atlantic Council. Regardez Jérôme Haddad, il était le ministre, il était lui le patron d'Atlantic Council. Oui, oui. Bon, il y a quand même, si vous voulez, un Sans problème parler de des young pénétration leaders, d'ingérence bien sûr. américaine. Et d'ailleurs, quand ils ont fait la commission d'ingérence, ils sont occupés que de la Russie, qui est vraiment très marginale comme ingérence, Oui, ça oui, je peux tout me à le fait. dire. Tout à Et alors fait. que par contre, d'ailleurs, Fillon est arrivé courageusement, il a dit, vous savez, le problème d'ingérence, Oui, c'est d'abord l'ingérence américaine. oui, Et absolument. l'ingérence américaine est tellement établie que c'est pratiquement un fait acquis. Le livre d'Éric Branca, qui Ah s'appelle oui, voilà. L'ami américain, est Oui, extraordinaire là-dessus, Voilà, parce que lui a fait son enquête aux États-Unis. Alors c'est dans un cadre autour de la personne de De Gaulle, et sur le pouvoir de De Gaulle, qui était la résistance par rapport à ça. Mais on se rend compte que les Américains n'en font aucun mystère. Il suffit d'aller fouiller les archives et on se rend compte que des types arrivaient avec des enveloppes, et de Daniel Mais bien Cohn-Bendit sûr. jusqu'à Mais Antoine bien Pinet, sûr, mais bien sûr. chacun recevait son enveloppe Le Bandit, il est dans le CFR de Soros. Enfin, bien à sûr. condition d'être contre De Gaulle. Mais bien sûr, C'était mais bien la sûr. donne à l'époque. Et, Mais et d'ailleurs, rappelez-vous, puisque vous regardez cet exemple, quand Guy Mollet a accepté que De Gaulle, en 58, prenne le pouvoir, c'est parce que la CIA qui avait peur, si vous voulez, parce que Oui. De Gaulle était pour la guerre algérienne, et ça arrangeait la CIA. Et la CIA a dit à Guy Mollet, acceptez. C'est comme ça que ça, ils sont acceptés. oui, Il faut donc, bien comprendre, en mais fait, il y c'est... a quand même des influences Voilà, des influences énormes qui qui se étaient... font. Alors, Mais même chez nos amis centristes, hein, je ne veux pas le bien cacher, sûr, mais il y a mais aussi... c'est quand même assez incroyable d'imaginer que justement cette politique internationale, parce que aujourd'hui vous avez parlé de Soros, vous avez parlé mais il y a quand même des conséquences. Les fameuses révolutions de couleur, on sait très bien que à l'origine de ces révolutions de couleur qui ont lieu un peu partout, à chaque fois qu'un gouvernement ne plaît pas ou ne va pas dans le sens de l'Amérique, on voit les choses évoluer. Il y a une marque de fabrique de tout ça qui me paraît être d'abord la plume des journalistes. Vous savez, quand on commence à taxer un gouvernement, on ne dit plus le gouvernement vénézuélien, on dit le régime. Voilà, le régime, Le régime, déjà, et ou extrême droite. Quand les partisans de ce pouvoir manifestent, c'est une thugs ou une foule haineuse. Quand c'est l'inverse, ce sont des combattants pour la liberté. Vous savez, en fait, Regardez la quand même Roumanie. très étonnant parce que L'offensive... les journalistes s'alignent Mais bien sûr. systématiquement là-dessus. Regardez la Roumanie, l'offensive, même Macron. Incroyable. C'est caricatural la façon Ah oui. dont a pris à partie cette affaire. Regardez la dernière décision de la Cour européenne de justice de Strasbourg. Moi, je sais, j'étais au Conseil de l'Europe pendant 13 ans. Oui. Donc, je connais comment ça se passe. C'est nous qui élisons Mm. les juges de la Cour européenne de justice. On croit qu'on les élit. En fait, il y a déjà un pré-choix qui est fait. Et la plupart sont dans le réseau américain Soros. Et on a découvert en plus qu'ils sont là même qui étaient financés par cela.